départementaux de l'ASE et de la pédopsychiatrie. Donc les premiers intervenants vont présenter le dispositif d'accueil familial, thérapeutique et social de Savoie. Ce dispositif donc, associe une convention tripartite, le conseil départemental de la Savoie, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie et l'association départementale Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Merci de recevoir donc Stéphanie Laville, Elisabeth Nebregic et Élise Jacquin-Danton. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça fonctionne? A priori, oui. On n'était pas tout à fait prêtes, mais on va se... Normalement, ça fonctionne. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a préparé cette intervention à 3 voix. Il y a 3 logos sur la présentation. Le département de la Savoie, la sauvegarde de l'enfance des Savoies et le CHS du coup de la Savoie. Donc, j'ai la lourde tâche de commencer et ensuite mes collègues prendront la suite. Donc, juste pour préciser, je suis chef de service EJF. C'est comme ça qu'on nomme le service de l'aide sociale à l'enfance en Savoie. Donc, enfant, jeunesse, famille. Mais dans les faits, voilà, EJF veut dire ASE, pour faire simple. Donc, dans les équipes, il y a des référents, des psychologues, des secrétaires et tous les partenaires que vous connaissez très bien. Donc on voulait vous présenter le DAFTS, donc dispositif d'accueil familial, thérapeutique et social, qui a été mis en place au département en 2005. Mais du coup, il a été le résultat des réflexions des 3 partenaires, donc Centre hospitalier, Sauvegarde de l'enfance et département de la Savoie, qui ont débuté en 1999. Et du coup, le dispositif propose concrètement 8 places d'accueil pour des adolescents de 13 à 18 ans. Les constats de départ qui avaient été faits, c'est que les dispositifs classiques proposés par le département de la Savoie avaient besoin d'être complétés afin de mieux répondre à la prise en charge des adolescents en souffrance psychologique. Donc certains adolescents ne trouvaient pas leur place dans les dispositifs proposés. Et souvent, c'était du fait de leur profil complexe qui demandait un travail étroit entre le soin et le secteur éducatif. Donc le DAFTS se propose alors comme une réponse qu'on a voulu cohérente et structurée et surtout qui nécessite un partenariat très accru, c'est comme ça que les référentiels le nomment, entre les 3 structures concernées, le département, la sauvegarde et le centre hospitalier. Dans les faits, le département est bien donc le garant de ce dispositif. Il reste l'autorité de tutelle, de contrôle, et c'est lui aussi qui paye. Mais ensuite, le dispositif, il fonctionne parce que les 3 partenaires travaillent ensemble et à parts égales, je vais le dire comme ça, sur les situations des enfants qui sont accueillis. Dans les faits, c'est un dispositif qui était original, en tout cas à sa création, voilà, et qui tentait d'associer un cadre qu'on voulait à la fois rassurant, étayant, pluridisciplinaire et pluri-institutionnel. Avec du coup des assistants familiaux, un soutien éducatif proposé par la sauvegarde de l'enfance et du coup la partie thérapeutique qui était plutôt amenée par le centre hospitalier. La prise en charge proposée, elle essaye de proposer une continuité, parce que on a beaucoup parlé de ça, la continuité. Du coup, les jeunes qui posent souci, on ne sait pas où les mettre. Donc du coup, ils vont à un endroit, un autre, encore un autre, encore un autre. Ils s'y perdent. Des fois, nous aussi, faut être honnête. Donc du coup, ça permet une continuité entre les professionnels. On essaye. Avec du coup des liens accrus, des espaces de travail définis, que Stéphanie présentera ensuite. Et on essaye aussi qu'il y ait une continuité de temps, parce que l'objectif, il est aussi d'essayer de ne pas créer de nouvelles ruptures dans le parcours du jeune. Rupture soit de lieu d'accueil, soit des hospitalisations à répétition qui finalement n'amènent pas le travail de fond nécessaire. Donc le référentiel, il pose le postulat selon lequel
Les situations qu'on dit complexes, elles doivent faire l'objet d'engagements réciproques de chacun. Donc il y a la part que doit prendre le département, il y a la part que doivent prendre les associations et la part aussi que doivent prendre les services de soins. Voilà. Et que si on prend chacun notre partie, normalement ça fonctionne un petit peu mieux en tout cas. Le dispositif, il doit permettre la prise en compte de la particularité de chaque jeune dans sa souffrance à lui. Il doit aussi permettre l'élaboration commune d'une réponse possible avec la reconnaissance que chacun a aussi ses propres limites. Donc voilà, c'est aussi des espaces où on se dit là je suis désolée mais je n'ai pas de famille d'accueil, ou là je suis désolée mais pour le rendez-vous il faudra attendre un petit peu. Juste de se le dire, des fois ça permet aussi de faire retomber les choses, et c'est pas qu'on n'a pas le temps ou que ça nous intéresse pas, c'est aussi avec on fait avec les moyens qui nous sont attribués. Et ça permet aussi à chaque fois que les institutions se renvoient un peu frontalement les situations. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'ASE. Ce n'est pas mon problème, l'association elle a qu'à faire son travail. Voilà. Et du coup, le jeune, il est au milieu et il attend qu'on essaye de lui proposer quelque chose qui tienne un petit peu debout. Les objectifs, c'était aussi de pouvoir construire vraiment un espace commun de réflexion, parce que voilà, il y a le travail sur les situations des jeunes, mais il était aussi partagé qu'il fallait pouvoir construire, réfléchir ensemble de la place de chacun, de la formation de chacun, parce que c'est en croisant en tout cas nos connaissances, nos expertises, notre expérience, que ça peut créer aussi des fois des choses très constructives, atypiques, créatives, un peu folles peut-être des fois, mais qui fonctionnent. Donc c'est important de garder aussi des possibles. Dans les faits, l'objectif du dispositif, c'est de pouvoir conduire la prise en charge thérapeutique et sociale à partir d'un hébergement principal en famille d'accueil. C'est ce que, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en effet, les jeunes dont il s'agit sont pris en charge chez des assistants familiaux. Et du coup, le but est de pouvoir à la fois construire une réponse individualisée aux mineurs confiés, de pouvoir aussi lui proposer et soutenir la démarche de soins nécessaires, accompagner la famille et essayer de mobiliser ses ressources, mais aussi accompagner et soutenir et former les assistants familiaux à la difficulté, des fois des adolescents en souffrance, avec, ça peut être des formations sur différentes thématiques comme l'autisme, toutes des choses importantes que les assistants familiaux n'ont pas forcément toujours dans leur formation initiale. Cette forme de prise en charge, au départ, elle se voulait temporaire au DAFTS. Mais voilà, on travaille tellement bien ensemble que du coup, on a du mal à faire sortir les jeunes à des moments. Donc ça peut aussi se transformer en prise en charge qui dure, du coup, jusqu'aux 18 ans. Parce qu'on a envie que quand le jeune il quitte le dispositif, il soit dans les meilleurs rails possibles, en tout cas. Et puis des fois, on a aussi du mal à leur dire au revoir, parce que il s'est créé pas mal de relations et d'expériences multiples et diverses. Concrètement, le département assure la place du coup chez un assistant familial. Le référent ASE, il est toujours là. Il propose l'accompagnement, je dirais, habituel qui est proposé dans les situations. La sauvegarde de l'enfance, elle assure un soutien éducatif dans la construction du projet, mais aussi du coup auprès de la famille d'accueil. Qui peut, le dispositif peut intervenir au quotidien dans la famille d'accueil pour donner aussi des conseils, accompagner le jeune à des rendez-vous si besoin. Etc. Tu l'expliqueras mieux que moi, Stéphanie. Et le CHS assure les prises en charge thérapeutiques nécessaires avec ou sans hospitalisation. Donc c'est là que Elisabeth, elle va des fois nous traduire un petit peu le jargon qu'on comprend pas forcément, ou nous aider à nous faire comprendre du soin quand on n'arrive pas trop à expliquer ce dont on a besoin. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe, Stéphanie ? Alors, avant d'être concrète, je dirais que le pari qui a été pris par nos prédécesseurs il y a 17 ans maintenant quand même, c'était qu'on puisse avoir un espace d'élaboration collective. Ça nous a demandé à tous, les uns derrière les autres, beaucoup d'efforts, parce qu'il faut décloisonner, comprendre le langage de l'autre, sa manière de travailler, sa logique institutionnelle, et je crois que ça c'est quand même un prérequis, la bonne connaissance de la réalité des partenaires.
C'est pas une chose aisée de travailler en partenariat, parce qu'un partenariat, ça s'entretient. Et ça demande aussi de pouvoir toujours, finalement, donner le fil rouge aux nouveaux acteurs qui rentrent dans le partenariat, puisque vous imaginez bien qu'en 17 ans, il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Comme toute collaboration, il faut donc constamment être en lien, et donc la structure du projet par nos prédécesseurs a été montée de manière à ce que finalement on se rencontre régulièrement à tous les niveaux hiérarchiques. Voilà. Donc le rôle et la place de chacun est défini par le projet. Donc l'assistant familial, c'est la personne qui a finalement la fonction pivot. C'est elle qui sait, c'est elle qui partage le quotidien de nos adolescents. Il travaille en collaboration avec l'éducateur référent et l'équipe éducative, et il travaille également en collaboration avec les infirmières, puisqu'on a la chance, je vous expliquerai après, d'avoir 2 infirmières qui sont détachées par le CHS de la Savoie à mi-temps sur notre service. L'assistant familial participe à tous les bilans, les réunions hebdomadaires, et puis il reçoit aussi la visite du psychologue du service une fois par trimestre au domicile pour venir discuter et prendre un peu parler de la situation, etc. Il a à sa disposition une astreinte le soir, quand le service est fermé, le week-end, qu'il peut appeler en cas de crise, puisqu'on sait que effectivement on est souvent confronté à des crises, et cette astreinte elle permet aussi de créer un décalage à chaque fois. Le fait de faire intervenir un tiers peut permettre simplement de calmer la situation, peut permettre aussi à l'assistant familial de pouvoir discuter, expliquer ses ressentis, et c'est un outil qui est très très important dans le dispositif. Ensuite, nous avons donc les infirmières. Donc les infirmières, elles assurent évidemment tout le suivi infirmier, le lien avec le CHS. Elles sont la fonction pivot entre le dehors et le dedans. Elles permettent finalement de faire remonter nos observations d'équipe et les observations des assistants familiaux, ce qui permet aux psychiatres de mieux comprendre finalement ce qui est en train de se passer. Elles ont aussi un rôle très très important dans le suivi somatique, parce que finalement la lecture qu'elles ont et la compréhension qu'elles ont des adolescents qu'on accompagne leur permettent de pouvoir elles aussi, à leur tour, expliquer aux professionnels de santé ce qui fait peur à nos jeunes, parce que parfois, juste aller chez un dentiste, ça peut être extrêmement compliqué pour nos adolescents. Et finalement, elles viennent traduire un peu les peurs, et c'est très très rassurant pour nos adolescents. Elles sont les référentes du parcours du soin au service de pédopsychiatrie. C'est elles qui sont référentes du parcours du soin. Elles participent à tous les bilans. Elles proposent également un suivi, excusez-moi, je perds mes mots, des accompagnements individualisés avec nos jeunes ou avec les éducateurs. Ensuite, on a l'équipe éducative. Donc l'équipe éducative, elles interviennent sur le quotidien, elles aussi. Elles coordonnent également l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la situation. Elles peuvent par exemple collaborer lors des plans d'accompagnement global. Elles interviennent aussi dans la mise en œuvre. Ça permet de coordonner l'ensemble, parce que les jeunes qu'on accompagne sont suivis également par des IME, des IMPRO, des ITEP, et donc il est important de pouvoir coordonner tous les acteurs. On a le psychologue qui, lui, finalement, vient permettre aux éducateurs de parler de leurs éprouvés, leur permet de... son travail au sein de l'équipe se fait en fonction du projet individualisé, mais il permet d'interroger et d'élaborer nos pratiques. En effet, le travail d'élaboration clinique permet une élaboration des pratiques et des postures de chacun, afin que l'accompagnement éducatif et social soit efficient. Il propose des entretiens psychologiques aux jeunes, il peut être sollicité par les parents à leur demande, et il s'implique donc dans toutes les temps cliniques, et il est présent lors de toutes les commissions, réunions qui sont mises en place par le service.
Alors, nous avons des espaces de travail qui sont mis en place pour parler de la situation. Donc, évidemment, les réunions cliniques hebdomadaires, et nous avons des bilans trimestriels où sont réunis l'ensemble des acteurs. Donc, nous invitons les IME, les IMPRO, et donc ça permet de parler de la situation et de se projeter ensemble. Et puis, nous avons des espaces de travail et de réflexion en commun sur le fonctionnement et sur l'organisation du dispositif. Tous les 2 mois, nous avons un comité de coordination qui réunit le chef de service de représentant de l'aide sociale à l'enfance, la cadre de santé du CHS, le chef de service des assistants familiaux et le chef de service du dispositif. Cela permet tous les par trimestre, tous les 2 mois, de venir parler aussi de notre réalité, de nos difficultés, et de pouvoir à chaque fois prendre conscience de ce qui peut se passer de compliqué pour l'autre, mais aussi de réfléchir en parlant de situations bien concrètes à comment ensemble on pourrait répondre finalement à une difficulté. C'est des temps qui sont très très importants parce que je pense que ça nous a appris à force et par le temps de comprendre la réalité de chacun et de ne plus se renvoyer la balle. C'est-à-dire, c'est pas il a pas voulu. Voilà, on essaye tout le temps, en fonction des moyens qu'on a, de proposer une solution qui sera la mieux adaptée à la situation du jeune et à la singularité de sa situation. On a ensuite ce qu'on appelle le comité de suivi, qui est composé donc par les 4 mêmes chefs de service, la directrice enfants, jeunesse et famille, le directeur du dispositif de la sauvegarde de l'enfance et le directeur du centre hospitalier, le psychologue du service et le médecin référent psychiatre du CHS. Ce comité se réunit 1 fois par an et là on va travailler les orientations du service et on va aussi regarder les chiffres. Par exemple, cette année, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hospitalisations? Puisque évidemment l'idée de notre service, c'est d'avoir le moins possible recours à l'hospitalisation, de toujours tenter de faire autrement. Voilà. En tout cas, les hospitalisations qui sont très longues. Voilà. Et on va travailler les orientations à venir. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le comité de pilotage, où là se réunissent la directrice générale de l'EJF, le directeur général de la sauvegarde et la directrice de notre dispositif, le directeur de l'hôpital, et là, eux vont plutôt être centrés sur la convention, est-ce qu'on l'a fait évoluer, comment on l'a fait évoluer, etc. Voilà. Je vais laisser place à ma collègue Elisabeth qui va vous parler de cas plutôt concrets et comment on œuvre sur le terrain. Bonjour, moi je suis Elisabeth Nebrigic, donc je suis cadre de santé sur le dispositif d'AFTS et également à l'unité d'hospitalisation complète pour adolescents, ce qui me facilite grandement la tâche dans certaines situations, je dois dire, parce que du coup j'ai une vision en direct de ce qui se passe au niveau de l'hospitalisation et ça me permet de proposer des solutions en direct vraiment très rapidement. Donc je vais vous parler de 2 cas, de patients dont je vais balayer très rapidement la situation pour vous voir un petit peu comment se met en route le DAFTS dès lors qu'on a besoin d'activer un peu notre collaboration dans ce dispositif. Donc je vais vous parler d'Irène, qui a bénéficié d'une famille d'accueil et d'un suivi donc par le DAFTS. Et dont le parcours a été sillonné de moments d'hospitalisation complète vers la famille d'accueil, où elle a un suivi éducatif, des temps de prise en charge IME et des retours en hospitalisation complète. Donc ça a été un petit peu son parcours pendant des années. Lors de ces temps d'hospitalisation, on se rend compte qu'Irène, elle a souvent tendance à vouloir s'installer réclamant une chambre seule, amenant ses propres draps, une valise énorme, alors que ces temps d'hospitalisation étaient pensés pour 1 jour ou 2. Rapidement, on a pensé une hospitalisation séquentielle pour elle. Une hospitalisation séquentielle, c'est une hospitalisation de 24 heures où le jeune arrive à 10 heures et il repart le lendemain à 10 heures. En famille d'accueil, elle va souvent commettre des passages à l'acte auto-agressifs. Donc du coup, elle va arriver aux urgences de l'hôpital général le plus proche. Et puis, quand son état le permet, elle va arriver au CHS. Lorsqu'on essaie d'arrêter les hospitalisations séquentielles,
Elle met en œuvre également des passages à l'acte auto-agressifs où elle arrive donc au CHS, où elle dit venir souffler et en disant que pour le moment c'était trop dur à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose que nous en tout cas on faisait très attention à prendre en compte parce que ça lui permettait effectivement d'investir l'extérieur par la suite. Donc lors de ces hospitalisations, ce qui est très important, c'est que le DAFTS il reste présent tout le long, et notamment les infirmières du DAFTS et les éducateurs du DAFTS. Ou même si le patient est hospitalisé, si Irène est hospitalisée, ils viennent la voir très très régulièrement pour que sa prise en charge et toute sa vie à l'extérieur ne s'arrête pas sur ce temps d'hospitalisation et que ce temps d'hospitalisation devienne vraiment un événement dans le parcours d'Irène et pas un arrêt complet de tout ce qu'elle peut vivre à l'extérieur. Donc elle continue à aller à l'IME, elle continue, par exemple, si elle avait pris rendez-vous chez le médecin, elle retourne voir ce médecin généraliste ou son dentiste à l'extérieur, accompagné par les infirmières du DAFTS. Les éducateurs viennent la voir régulièrement pour faire le point avec elle, pour lui rendre visite, faire le point de ce qui se passe à l'IME, etc. Elle a également, ce qui nous facilitait beaucoup la chose, une mise en place de taxis qui permettait justement qu'elle puisse se rendre de manière très aisée à l'IME et qui nous évitait à nous, soignants, de faire les transports et du coup ça facilitait énormément les choses. Enfin voilà, il y avait vraiment une prise en compte là de tout le monde, une mobilisation de tout le monde. Et puis il y avait également l'assistante familiale qui des fois était très en difficulté avec Irène parce qu'effectivement elle mettait à mal vraiment sa vie au sein de cette famille d'accueil. Et donc il y avait vraiment un lien avec l'équipe soignante où on parlait entre professionnels. L'équipe soignante parlait avec l'assistante familiale qui parlait de ses vécus, de ses difficultés, de ses émotions et qui donnait des informations clés des fois qui nous permettaient de prendre en charge Irène de manière adaptée. 5 minutes. Il te reste 5 minutes. Ça va aller. Pas de pression. En tout cas, voilà, c'était un petit peu là pour Irène ce qui pouvait se mettre en place. En tout cas, tout ça pour dire que la cohésion de tous les acteurs et la collaboration entre les soignants, les éducateurs, les aidantes familiales, les structures médico-sociales ont permis à cette prise en charge de durer jusqu'aux 18 ans d'Irène. Puis après, elle a rejoint les services de psychiatrie adulte. Mais ce qui est important, c'est vraiment que en tout cas, l'équipe soignante connaît très très bien les éducateurs et les infirmières du DAFTS qui travaillent à mi-temps pour l'une à l'unité d'hospitalisation complète, donc elle fait partie de l'équipe et elle connaît la réalité de l'hospitalisation complète et la réalité du DAFTS, et une autre infirmière qui travaille à l'hôpital de jour qui géographiquement se trouve juste à côté, et on verra qu'il y a des prises en charge communes, notamment pour Enrique, ma deuxième situation, qui lui a bénéficié de 2 familles d'accueil en relais et d'une prise en charge par le DAFTS également. Il avait des comportements, des troubles du comportement, Enrique, qui nécessitaient un relais entre différents acteurs. Donc il avait une prise en charge très très lourde, 2 familles d'accueil qui intervenaient en relais, un temps dans sa propre famille, une nuit en séquentiel, une prise en charge en IME et une prise en charge en hôpital de jour. Donc un lundi matin, on apprend au CHS que Enrique est aux urgences parce qu'il a menacé de tuer sa famille d'accueil d'un coup de couteau parce que son assistante familiale ne trouvait pas sa casquette. Donc les pompiers ont été appelés, Enrique est conduit aux urgences. Donc l'infirmière du DAFTS informe l'unité d'hospitalisation de la situation et immédiatement le médecin référent d'Enrique fait le point quant aux possibilités d'accueil d'Enrique sur le CHS, sur l'unité d'hospitalisation complète, qui est complète pour le coup, où il n'y a pas de place. Et donc là, dans cette situation-là, vu qu'il y a un partenariat et vu que l'objectif, c'est vraiment que ça tienne et que Enrique ait une prise en charge adaptée rapidement pour retourner dans sa famille d'accueil, on pousse un petit peu les murs de l'unité et on accepte Enrique sur un lit d'hospitalisation d'un patient qui est en permission, et on croise les doigts pour que tout se passe bien lors de la permission de ce patient, pour que Enrique puisse rester chez nous tranquillement. Donc voilà. L'important dans cette prise en charge, c'est de pouvoir mettre à distance rapidement Enrique de sa famille d'accueil pour que ça puisse tenir et que ça n'aille pas plus loin, parce que la famille d'accueil est pas du tout rassurée par ce qui s'est passé, et donc il y a besoin de faire le point sur cette situation.
Le médecin référent reçoit immédiatement le jeune, une place est trouvée à l'HC. Les infirmières qui sont du DFTS sont mobilisées, elles coordonnent toutes les actions parce qu'elles savent exactement ce qui s'est passé, elles connaissent tous les acteurs et ça va très très vite. Donc le dispositif, il vient créer de toute façon autour d'Enrique une contenance rassurante parce que les rouages se mettent en place et les liens se resserrent tout autour de lui. Tout le monde est informé rapidement et par la suite, on co-réfléchit donc à la situation, à la suite à donner à la situation d'Enrique au sein de sa prise en charge multipartite une fois son état stabilisé. Donc il y a eu des petits réajustements, mais voilà, cette mise à distance, elle a permis justement de mettre en place rapidement ces réajustements et de créer une hospitalisation de très très courte durée pour lui. Donc là, la connaissance des limites du champ d'intervention de chacun, les valeurs partagées, la compréhension de la situation rapidement objectivée, la connaissance en temps réel des possibilités d'hospitalisation et de la nécessité de soins a permis une prise en charge adaptée et très rapide. Un temps est ainsi pris qui permet à tous de poser la pensée, de repartir sur des bases co-réfléchies, rassurantes pour tous et très très solides. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore de cette intervention à 3 voix qui permet là encore une fois de partager les regards. L'autre exemple que vous pouvez présenter dans cette table ronde de collaboration et d'articulation qui prend encore une autre forme, c'est la préparation d'une convention qui a été signée entre le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et la ville de Paris. Une convention qui cherche à créer des binômes de référents des interlocuteurs. Donc elle va être présentée par les deux des acteurs qui l'ont particulièrement portée, à savoir le docteur Chambry, donc pédopsychiatre, et Anne-Laure Audechaise et Planche, sous-directrice à la sous-direction prévention et protection de l'enfance à la direction des solidarités de la ville de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour remettre dans l'ordre, c'est Auchedaise, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous présenter avec le docteur Chambry cette convention avec entre la ville de Paris et le GHU pédopsychiatrie et neurosciences. Beaucoup d'humilité parce que voilà, c'est un début, c'est une petite pierre dans l'immense jardin qui nous reste à conduire. Le sujet est complexe et bien évidemment, comme vous tous, on continue à se heurter à des difficultés. Et je dirais d'autant plus d'humilité que nous avons entendu tout à l'heure 3 jeunes et qui nous incitent à travailler encore davantage ensemble. Donc pourquoi cette convention ? En 2015, dans un contexte qui était assez difficile pour nos 2 institutions, il a été décidé que l'on se réunisse en fait autour d'une table ronde ASE et pédopsychiatrie pour travailler sur la souffrance psychique des enfants qui sont confiés. Et ça nous a permis de partager, de questionner et de faire converger à la fois nos attendus et nos fondamentaux. Il était nécessaire à ce moment-là de cesser face à un enfant qui présentait des besoins en santé, de se questionner, relève-t-il de l'ASE, relève-t-il de la pédopsychiatrie, et de cesser cette opposition entre d'une part l'éducatif, le social d'un côté et le sanitaire de l'autre. Donc on s'est remonté les manches ensemble, on s'est mis au travail et nous sommes tombés d'accord sur le fait que le bien-être, la santé de l'enfant, du jeune, c'est l'affaire de tous. Et donc nous avons travaillé à cette convention, ça a pris un peu de temps, qui a fini par être finalisée et signée à la fin de l'année 2019. Et donc qui depuis se met en œuvre progressivement, se déploie. Alors manque de chance, on a eu quelques mois de Covid qui n'ont pas facilité les choses, mais en tout cas aujourd'hui elle existe et elle a permis de faciliter un certain nombre d'échanges, de travail entre nous, et donc a été un plus, un atout pour les situations que l'on rencontre.
Son objectif, c'est d'améliorer les réponses apportées aux besoins des usagers particulièrement fragilisés par leur état de santé ou leurs difficultés, et de concourir à une meilleure articulation du parcours de soins et du parcours éducatif des enfants qui sont suivis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Donc elle vise plusieurs objectifs. Donc tout d'abord, assurer la continuité et la cohérence du parcours en santé mentale des enfants pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. L'amélioration des circuits d'échange entre les secteurs de l'aide sociale à l'enfance et les secteurs de pédopsychiatrie sur les situations individuelles. L'encouragement aux évaluations croisées et pluridisciplinaires sur la situation individuelle des enfants. L'amélioration de la pertinence des orientations en santé mentale. La facilitation de l'accès à un bilan pédopsychiatrique et le cas échéant à un suivi pour les enfants qui sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Et je dirais un point central que nos collègues tout à l'heure ont souligné, la nécessaire amélioration de l'interconnaissance entre les secteurs de pédopsychiatrie et les secteurs de l'aide sociale à l'enfance de la ville de Paris. Donc nous avons cherché à renforcer, par cette convention, nos articulations entre la pédopsychiatrie et les services de l'aide sociale à l'enfance sur les situations les plus difficiles, et notamment avec un travail mené par les unités mobiles de pédopsychiatrie. La Convention elle a également permis, et comme cela a été dit tout à l'heure, de clarifier les champs de compétences de chaque secteur et de renforcer le partenariat institutionnel. Donc aujourd'hui, les secteurs de pédopsychiatrie sont membres de droit d'un certain nombre d'instances qui sont organisées, donc les comités de prévention et de protection de l'enfance, la commission d'accompagnement pluri-institutionnel, donc le jargon parisien, la CAPI, au sein de laquelle sont étudiées les situations les plus complexes, et également la commission qui examine la situation des statuts, du statut des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc nous organisons aussi conjointement des événements, des matinales, qui sont organisés par l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance, mais en lien avec la pédopsychiatrie. Donc comment nous avons développé cette action et ce partenariat ? Par la désignation de binômes référents et identifiés au sein de chaque service. Et ces binômes se sont vus confier des missions ciblées. Il y a également donc des temps d'échange locaux qui sont organisés, donc de façon plus ou moins régulière en fonction des territoires. Et il est prévu également une animation en centrale, un comité de suivi, comité de pilotage, sur lequel je crois nous avons encore du travail à mener et les choses à organiser très rapidement après cette journée. Donc les binômes référents pour le GHU, le binôme il est composé de 2 professionnels, un médecin et un assistant social. Et pour l'aide sociale à l'enfance parisienne, il est composé du responsable de secteur du territoire, responsable de secteur ASE, et d'un psychologue. Et donc on forme 2 binômes par territoire qui ont des missions distinctes. Donc le responsable de secteur de l'aide sociale à l'enfance et le médecin référent en pédopsychiatrie forment le premier binôme et son action consiste à organiser l'animation du partenariat local. Et le deuxième binôme est composé du psychologue du secteur de l'ASE et de l'assistante sociale du GHU. Et donc ils travaillent à une meilleure articulation pour favoriser l'orientation des enfants et des jeunes en fonction des possibilités de chaque institution. Et il travaille notamment, on a une difficulté parisienne bien identifiée, il travaille à résoudre la difficulté de la domiciliation notamment. Donc les missions de ces binômes référents, c'est d'informer les professionnels sur les circuits et les fonctionnements du GHU ou de l'ASE de Paris pour faciliter les articulations entre les services et les prises de relais. Il apporte un soutien technique aux professionnels qui ont besoin de mieux comprendre soit le fonctionnement de l'ASE d'un côté, soit le fonctionnement de la pédopsychiatrie infanto-juvénile du GHU de l'autre. Il favorise des temps d'échange entre les 2 institutions par des réunions qui sont organisées sur le terrain. Il identifie les situations qui nécessitent un travail commun entre l'ASE et la pédopsychiatrie. Il assure la continuité des parcours à l'âge adulte et prévient les ruptures en favorisant d'un côté les liens avec la psychiatrie générale et de l'autre la transition vers un contrat jeune majeur. Et enfin, c'est une partie importante, il organise des temps d'immersion au sein de chaque service. Et donc, des professionnels de la pédopsychiatrie sont accueillis en demi-journée au sein de l'ASE et inversement pour permettre de mieux se connaître.
Alors si on devait faire un premier bilan aujourd'hui, on a peu de recul, mais quand même, hein, lorsque nous échangeons côté ASE avec les professionnels, ils sont assez unanimes. Ils considèrent que la Convention est loin de tout résoudre, je pense que vous vous en doutez, mais qu'en tout cas, si elle n'existait pas, ce serait pire. Et ce que l'on constate, c'est qu'elle permet finalement le minimum de repères, le minimum de fondamentaux, et donc elle institutionnalise le fait que pour travailler sur des situations, pour prendre en charge des enfants et des jeunes, on doit travailler ensemble. Pour l'ASE, hein, je crois que la réussite, c'est que nous avons moins le réflexe aujourd'hui de dire « cet enfant relève du soin ». L'éducatif fait partie du soin. Cette convention et tout le travail qui a été mené autour, elle permet de véhiculer cette approche auprès des équipes. Nous sommes tous concernés par la santé des enfants et des jeunes confiés. Et donc je dirais que ça déjà, c'est quand même un immense progrès, ce n'est pas rien. Et donc on assoit quelque chose dans nos pratiques professionnelles de l'aide sociale à l'enfance autour du soin, et c'est très important. On a un référentiel acté, important également aussi, hein, puisqu'on codait un turnover important au sein des équipes. Hein, et donc ce travail-là, cet engagement-là, il ne doit pas reposer sur le bon vouloir de chacun, mais voilà, ce doit vraiment être un engagement institutionnel. Sur la convention elle-même, donc des actions restent à déployer. Et l'étape d'après, hein, ce sera bien évidemment le suivi, le parcours de soins, le référencement en santé. Bref, on a un chantier ouvert devant nous et qui sont des enjeux forts de notre schéma. Et donc avant de passer la parole au docteur Chambry, je voudrais citer un verbatim issu de la consultation des enfants qui a été réalisé dans le cadre de la construction du nouveau schéma de la ville de Paris, schéma 2021-2025. Donc premier verbatim, la santé, c'est être en forme physiquement et mentalement. Et deuxième verbatim, la santé, c'est avoir plus de soutien psychologique pour pouvoir se reconstruire. Bien, je vais poursuivre pour vous parler concrètement comment ça s'est passé sur le territoire du 17e arrondissement, puisque l'idée, vous l'avez compris, c'est vraiment une logique de territoriale de proximité, de faire que le secteur ASE ait un interlocuteur privilégié du côté du soin pédopsychiatrique et inversement, que les interlocuteurs de la pédopsychiatrie puissent avoir accès au secteur. Ce qui a été important finalement, c'est que cette convention, elle participe à essayer de construire des liens d'attachement sécurs entre les services de psychiatrie de l'enfant et les services de protection de l'enfance. Parce qu'il y a une insécurité qui existe dans nos liens, avec toujours cette crainte qui circule. Voilà, si je commence à m'en mêler, est-ce que finalement, le bébé tout entier va pas m'atterrir, et voilà, avec une difficulté de compréhension parfois des mesures qui sont être amenées à être prises de part et d'autre. Ce qui a été intéressant aussi dans la mise en place de cette convention, c'est que effectivement, c'est vraiment un engagement institutionnel et qui ne repose pas que sur les personnes. Alors bon, après, je vous cacherai pas que sur le territoire, la qualité de l'articulation des binômes n'est pas la même en fonction des arrondissements, qu'on a encore un travail à faire, et c'est pour ça qu'on se disait hier qu'il faut vraiment qu'on reprenne les réunions de pilotage pour voir où il y a des territoires en difficulté, pourquoi ils sont en difficulté, et de tirer profit des territoires où ça fonctionne bien, puisque l'idée effectivement c'est, voilà, il y a une situation, je ne sais pas quoi faire de cette situation, j'ai le sentiment que ça relève du secteur de l'autre, et je vais appeler pour qu'on puisse en discuter, et souvent aussi pour pouvoir discuter des réponses qui ont déjà été faites, qui sont parfois pas comprises. On a appelé le CMP et on nous a dit qu'il y avait 1 an d'attente. Alors non, j'exagère, sur le 17e, on n'a pas 1 an d'attente, mais ça pourrait être comme ça, mais on a 3 mois d'attente, et cette situation n'a pas été priorisée. Et pourquoi elle n'a pas été priorisée ? On cherche un lit d'hospitalisation, on est allé aux urgences de tel hôpital, le patient a été vu, on nous a dit que c'était pas une indication d'hospitalisation, on n'a pas compris. Donc d'avoir la possibilité vraiment de parler
tranquillement, dans une ambiance voilà, tranquille, ou parfois on n'est quand même pas d'accord, mais on peut se dire les choses et essayer de comprendre la logique de l'autre, hein, toujours un peu dans la poursuite des échanges avec les jeunes de tout à l'heure, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de comprendre et d'essayer de partager une culture commune dans ces situations qui seraient à risque de conflit. Alors nous, on a, sur le 17e, bien, ça ne veut pas dire aussi se mettre à la place des relations qui existent déjà entre les partenaires. Par exemple, au CMP, ils ont déjà l'habitude de travailler avec les professionnels du secteur de protection de l'enfance du 17e. Donc c'est plutôt l'idée d'être un tiers dans les situations qui sont un peu conflictuelles, les situations où il y a des quiproquos, des malentendus, pour pouvoir essayer de transformer les choses. Et puis vous savez, c'est un peu comme ça dans la vie, si un psychiatre parle à un autre psychiatre, il n'a pas tout à fait les mêmes réponses que quand c'est un non-psychiatre qui parle à un psychiatre, par exemple. Hein, voilà. Donc ça permet de mieux comprendre certaines situations, de partager aussi des logiques de parcours de soins. Alors tel endroit, alors attention, c'est les arrondissements nord, mais c'est pas les arrondissements sud. Alors là, attention, c'est 10-15 ans. Hein, donc non, là, il y a 16, ça va pas marcher. Voilà, ça c'est la réalité. On connaît aussi les institutions psychiatriques et leur évolution. Oui, en ce moment, il y a vraiment 3 médecins qui sont partis. Là, je crois qu'on va pas avoir une réponse rapide. Il va falloir plutôt travailler autour de cette autre dimension. Donc voilà, d'avoir la possibilité de se dire on peut compter l'un sur l'autre pour comprendre des situations où parfois on est un peu surpris des réponses qui peuvent être faites. Alors après, nous, ce qu'on a fait sur le 17e, c'est de partir de situations qu'on a eues en commun, qui ne posent plus de problème au moment où on se rencontre, mais on a envie de passer 2 heures, 3 heures à se dire est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? De comprendre un peu qu'est-ce qu'ont été les difficultés autour de ces situations. Alors, par exemple, on a toute la question de l'évaluation de la parentalité, par exemple. Ça, c'est vraiment vachement difficile parce que chacun a des représentations de la parentalité et même si on essaie de s'étayer, bien sûr, sur ces excellents travaux des besoins fondamentaux de l'enfant et en partant sur l'idée que ce qui doit nous animer, c'est mais est-ce que ses parents sont en capacité ou pas de répondre aux besoins de l'enfant et s'ils ne sont pas en capacité d'y répondre, est-ce qu'il y a des outils qui vont leur permettre de pouvoir à un moment donné ou est-ce que malheureusement on a déjà épuisé tous les outils et il est difficile de se projeter dans l'idée qu'à un moment ça va fonctionner. Vous voyez, des questions comme ça. Et c'est pas évident, parce qu'on va avoir tous les cas de figure d'une famille qui vient quand même régulièrement au CMP, mais il se passe rien dans la consultation. Il se passe rien. Mais ils viennent parce que le juge a dit que c'était très important de venir. Alors ils viennent, mais ça ne change rien. Et on ne voit pas d'amélioration du côté de l'enfant. Et l'enfant quand même montre qu'il ne va pas très bien. Mais en même temps, la collègue se dit non, mais je vais pas faire un signalement. De toute façon, voilà, ça va pas aboutir. Et puis, mais en même temps, je fais une consultation, mais j'ai l'impression qu'elle sert pas à grand chose. Et du coup, l'incompréhension de nos collègues de la protection de l'enfance qui disent mais attendez, tous ces éléments quand même, ça pourrait faire l'objet d'un signalement. Bah oui, mais si je fais un signalement, ça va rompre le lien de confiance avec cette famille avec lequel il se passe pas grand chose, mais quand même ils viennent. Mais en même temps, je suis pas sûr que ça soit utile à l'enfant. Vous voyez, enfin, il n'y a pas de réponse simple à ces questions, mais on les partage ensemble finalement. De pourquoi ce signalement il a mis tant de temps à être écrit. Et finalement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le penser plus tôt, quitte à risquer de rompre le lien avec cette famille, mais au moins d'alerter sur la souffrance de cet enfant. Donc ça, c'est par exemple voilà, des discussions qu'on a pu avoir, mais inversement, parfois, des questionnements sur une AEMO qui dure depuis 3 ans. On discute avec les collègues de l'AMO, ils disent « Ah non, mais de toute façon, là, on a renoncé d'y aller. Quand on y va, elle ouvre pas la porte. Voilà. » Et on se dit « Mais alors, attendez, vous ne les voyez pas, elle est opposée, ils n'ouvrent pas la porte. » Mais finalement, alors il se passe quoi et pourquoi c'est si long et pourquoi on passe pas à autre chose, pourquoi on peut pas poser à un moment donné, on n'arrive pas à travailler avec cette famille et que voilà, il est pas sûr qu'on va y arriver à un moment donné et comment on peut partager ce vécu d'impuissance dans certaines situations et du coup de pouvoir se le dire sans se reprocher l'un à l'autre. Parce que vous savez, dans les moments d'impuissance, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un de puissant quelque part qui fait pas son travail.
Ce qui est beaucoup plus facile que de penser que c'est nous qui sommes impuissants, en fait. Que fait la police, ou que fait le juge, que fait la protection de l'enfance, que fait la psychiatrie. Aussi, ce qui était très intéressant, c'est de comprendre qu'au-delà de la question des diagnostics, etc., c'est de pouvoir partager des modèles de compréhension du fonctionnement de l'enfant. Finalement, cet enfant, il se passe ça. Comment on le comprend ? Comment chacun, avec ses outils, l'interprète, le comprend. Essayer, avec un discours assez simple, finalement, de se dire comment chacun se renvoie la compréhension de ce comportement, et puis ensuite, dans un deuxième temps, comment on pourrait intervenir auprès de cet enfant sur ce comportement et de mieux comprendre le sens des difficultés qu'on rencontre. Alors, par exemple, on a eu une situation, vraiment c'était assez difficile parce que effectivement, on se confronte aussi à la réalité de l'organisation des soins. Je pense à une situation, voilà, c'est une maman, elle est venue consulter au CMP. On a mis un certain temps à faire le signalement parce qu'il y avait cette idée que peut-être, mais finalement quand même cet enfant était en grande souffrance. Il y a eu le constat qu'on n'arrive pas à travailler avec cette maman, donc il y a eu une décision que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil. Et l'enfant était donc placé dans une famille d'accueil. Et puis il était proposé deux prises en charge par semaine au CMP pour essayer de mobiliser quelque chose chez cet enfant qui était quand même dans un grand retard du développement et qui nous interpellait. Est-ce qu'on est sur un retard du développement ou est-ce que malheureusement peut-être il y a d'autres troubles, voilà, peut-être une forme de trouble du neurodéveloppement, mais c'est compliqué, c'est difficile de savoir. Mais il y a quelque chose qui se met en place dans le lien avec cette famille d'accueil. Mais voilà, cette famille d'accueil a un problème, elle n'est plus en mesure de recevoir cet enfant, il faut trouver une autre famille d'accueil. Et on ne trouve pas sur Paris d'autres familles d'accueil. Et Paris a un SAF qui est plus loin, enfin en tout cas pas en région parisienne. Alors il part sur ce SAF. Ça se fait un peu rapidement. Il n'est pas possible de voir l'enfant pour lui dire bon là on va mettre une pause sur tes séances parce que voilà il y a une réalité qui t'amène à être voilà. Mais peut-être qu'on va maintenir quand même une consultation. Mais forcément ça va pas être 2 interventions par semaine au CMP vu la distance. Mais on va essayer quand même de garder un lien avec cet enfant et qu'il puisse être revu en consultation. Alors la famille d'accueil qui habite très loin accepte d'accompagner cet enfant jusqu'à Paris pour faire un peu le point et eux disent bah oui mais nous on aurait besoin d'être aidés dans le quotidien. Parce qu'on est quand même en difficulté avec cet enfant qui a des troubles qui s'arrangent pas tellement. Et alors on a un problème parce que l'école nous a dit ah non mais il a trop de troubles. Nous on peut le prendre peut-être 2 demi-journées par semaine, mais le reste du temps, voilà. Alors nous on n'avait pas pensé en tant que famille d'accueil qu'on allait se retrouver avec un enfant qui a des difficultés aussi importantes, quasiment à temps plein à la maison. Et quand même, c'est dur de s'en occuper. C'est quand même lourd parce qu'on comprend pas toujours ses réactions et il prend beaucoup de place. Et voilà. Alors, on a été voir au CMP local, mais ils nous disent c'est un enfant parisien qui soit suivi à Paris. Parce que c'est un enfant parisien. Donc, nous, vous comprenez, on a déjà des délais d'attente super longs. Si on commence à prendre, voilà, etc. Alors bon, on essaie. Alors finalement, il se retrouve quand même sur un CESAD. Il y a un montage, voilà, qui est fait. Mais très vite, le CESAD dit ah non, mais il est trop malade pour être accueilli au CESAD. Donc il faut qu'on arrête la prise en charge du CESAD. Et la famille d'accueil dit, bah, ouais, la psychiatrie, elle dit qu'il est trop malade pour être accueilli en psychiatrie. Alors, mais moi, on ne me dit pas qu'il est trop malade pour que je l'accueille. Voilà. Et ben, finalement, je crois qu'on va arrêter de l'accueilir parce que finalement, c'est trop dur. Bon, ben voilà, c'est le type de situation, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait... Je ne vous dis pas qu'on trouve toujours des réponses aux questions qu'on se pose, hein, mais au moins on le partage ensemble et on lutte contre l'idée qu'il y en a un qui fait mal. Hein, c'est de la faute, vous auriez dû faire ci, ou vous auriez fait... Et alors en psychiatrie, vous n'avez pas une institution pour accueillir cet enfant à temps plein ?
Voilà, vous dites vous-même qu'il a des troubles très graves. Nous, on ne trouvera pas de famille d'accueil en mesure de l'accueillir. On ne peut pas le remettre chez sa mère qui est extrêmement maltraitante. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et puis, ça ne bougera pas. Dans une MEX, je vois pas comment ça va tenir. Et nous, on dit, ah oui, mais nous, en psychiatrie, on n'est pas un lieu d'hébergement. Donc, déjà, trouver une structure qui sera adaptée, répondre à ses besoins, ça va pas être simple, vu les délais d'attente pour entrer sur ce type d'institution. Mais en plus, non. Et le soir, les week-ends, les vacances, il va falloir quand même trouver une possibilité. Voilà. Bon, eh ben, on partage ça ensemble et quand même, petit à petit, on trouve des pistes, on bricole, on essaie d'être créatif et on lutte en tout cas contre une dimension qui pourrait être clivante et on se forme l'un l'autre finalement dans ces échanges et on avait l'idée finalement de monter 2 projets de formation communs qui était à la fois un projet sur finalement comment on évalue la parentalité, sur quels arguments, etc., qui est une question difficile. Puis un autre problème qui était comment comprendre les difficultés comportementales à l'adolescence avec tout le risque là aussi, comme on l'a évoqué, d'une surpsychiatrisation des difficultés comportementales qui deviendrait il a des difficultés comportementales parce qu'il a un trouble psychiatrique, parfois c'est vrai, mais souvent ça ne l'est pas forcément, en tout cas pas dans l'immédiat, mais avec l'idée de voilà comment on peut comprendre d'une situation qui paraît inhabituelle, anormale, et qui pour autant répond à une certaine logique pour l'adolescent qui développe son comportement et qui ne s'inscrit pas forcément dans un trouble psychotique. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Merci infiniment aussi pour cette présentation qui montre à la fois les difficultés concrètes du terrain et en même temps les points de rencontre, d'articulation et de partage de ces difficultés. Je vous propose qu'on ait un temps d'échange d'une dizaine de minutes, qu'on prenne 2-3 questions regroupées et que vous puissiez y répondre à la fin. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Ah, là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour votre rapport, parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. On n'était plus dans le « il faut faire », mais là, vous avez fait des choses un petit peu. Et moi, je me questionnais un petit peu sur tout ce qui était en lien avec le schéma départemental et le plan ou le projet, je sais plus, le projet territorial de santé mentale. En fait, si c'était suite à ça que vous aviez fait ce travail partenarial, ou si c'est quelque chose de complètement annexe, ou enfin voilà, c'était pour poser la question de à quoi servent ces dispositifs par rapport à tout ce que vous avez fait, quoi. En tout cas, en ce qui concerne la Convention, c'est vraiment issu de ces travaux. C'est vraiment, on a participé à ces travaux sur comment, sur le territoire parisien, on pourrait... Enfin, ça a révélé une problématique qu'on connaît tous, de ces situations où on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage et qu'on fait appel à l'autre et on a l'impression d'être rejeté, et qu'il y avait vraiment quelque chose, une difficulté de fluidité dans les échanges. Et c'est à partir de ces groupes de travail qu'on est parti sur l'idée il faudrait institutionnaliser, parce qu'il y avait aussi l'idée, sur certains territoires ça marche bien, mais c'est personnes dépendantes. C'est-à-dire que un jour, si le chef de secteur s'en va, ou si le chef du pôle s'en va, c'est plus le même, c'est pas sûr que ça va continuer. Donc c'était l'idée de vraiment s'engager institutionnellement, et avec l'idée c'est pas un choix, c'est dans notre mission, notre fiche de poste, on doit effectivement essayer de développer ça, mais c'est issu de ces travaux. Ouais, justement, par rapport au problème de personnes, parfois, ça peut arriver que sur des territoires, on ait des services qui justement ont tendance beaucoup à dire que les difficultés qu'on peut identifier comme relevant de la psychopatho ou étant un peu borderline, moi je suis psychologue du coup à l'aide sociale à l'enfance, on peut nous renvoyer parfois en psychiatrie que c'est des problématiques uniquement comportementales en fait, et que
on s'inquiète pour rien et qu'on est dans une sorte de fantasme que la psychiatrie va tout résoudre. Et effectivement, des fois, on peut être là-dedans, mais parfois c'est un peu compliqué, on se heurte parfois un peu à un mur quand c'est des personnes, justement. Il faudrait effectivement dépasser ce côté, se centrer sur les personnes et plutôt se centrer sur les dialogues entre les structures, de façon à ce que ce soit pérenne, comme vous dites, quoi. En tout cas, merci pour votre réponse. Ça, pour moi, vraiment, c'est l'axe fort du service, et c'est très difficile au quotidien, c'est la question de l'accueil. Comment on accueille la demande de quelqu'un ? Alors, même quand on a plein de boulot, qu'on est débordé, c'est vrai que si notre réponse est « Ah, encore une demande », ce que je comprends, c'est humain. Mais la qualité de l'accueil, parce que même si la demande est à côté de la plaque, je trouve que c'est toujours important de passer du temps à l'accueillir. Voilà. Et j'essaie de travailler avec les équipes l'idée, mais on doit être fier, c'est de se dire, les gens pensent qu'on peut être utile. Waouh, c'est génial, ils pensent qu'on peut être utile. Alors ils nous appellent. Ah oui, ils nous appellent beaucoup. Bon, oui, mais c'est parce que c'est ça. Et après, effectivement, de passer une demi-heure avec un collègue, effectivement, pour dire, voilà, redites-moi, mais au regard de ce que vous me dites, je suis pas sûr, etc. Et même avoir un temps de rencontre pour finalement conclure que on ne recevra pas l'enfant, etc. Je crois que c'est du temps de gagner. Mais parfois, c'est vrai qu'on est pris par toutes les demandes. Et voilà. Et c'est aussi, grâce à cette convention, le fait de s'imposer, de se dire, oui, on va prendre 3 heures, une fois tous les 2 mois, 3 heures. Oui, il n'y aura pas de consulte ce jour-là, etc. Mais pour faire ce travail, parce qu'il est au bout du compte, il nous fera gagner du temps. C'est un investissement, en fait. Merci. Oui. Peut-être juste pour compléter, donc effectivement la convention avec le GHU, elle est, c'est la mise en œuvre concrète d'un axe du schéma 2015-2020, et le nouveau schéma nous demande de poursuivre et d'étendre, et donc nous travaillons actuellement. L'organisation parisienne est assez compliquée, et donc nous travaillons actuellement avec la PHP pour dupliquer, étendre cette convention aux territoires parisiens qui sont couverts par la PHP. Concernant du coup sur le dispositif du département de la Savoie, donc c'est vrai qu'on a aussi un schéma départemental, et la question du DAFTS, alors c'est construit, hein, donc du coup c'est plutôt comment on continue ce travail là, mais on est aussi en train de réfléchir sur, là il y a un appel d'offres qui a été passé pour créer une structure où il y aurait une dizaine de places, et avec du coup des équipes voilà, et éducatives et de soins, voilà, sur un collectif. Mais alors la grande question, c'est quel type de collectif, un grand, un petit, des familles d'accueil, enfin voilà. Donc le travail est en cours. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est vrai que ça tient à des personnes, hein, malgré tout, on va pas se mentir. Mais voilà, on travaille aussi sur d'autres dispositifs. Hein. Voilà, Stéphanie, elle gère aussi d'autres structures, et ça nous aide de fait dans les autres situations aussi. Voilà, au-delà des 8 enfants qui sont accueillis dans le DAFTS, et ben aussi de dire dans nos équipes, oui, le CHS, moi je les ai vus l'autre fois à la réunion, un tel, ils connaissent bien tel jeune, ils sont en train de réfléchir, voilà. Et Stéphanie, elle fait pareil avec son équipe, donc c'est aussi comment petit à petit chacun partage aussi sa connaissance de l'autre, et de oui, ça existe quelque part, et c'est aussi à nous de l'entretenir et d'en faire quelque chose, parce que si on attend que ça vienne toujours, bon, on peut attendre longtemps. Merci beaucoup. Il ne semble pas y avoir d'autres demandes de prise de parole. Ah, voilà, on doit demander une dernière intervention. Merci. Bonsoir, je suis Catherine Delanoë-Daoud, avocate au barreau de Paris. Je voulais juste vous informer que sur tout le territoire français existe dans tous les barreaux des avocats spécialement formés en justice des mineurs, et que tous ces enfants peuvent utilement, pour pouvoir faire prévaloir leur intérêt supérieur et faire valoir leurs besoins fondamentaux, demander au juge des enfants, quand un juge des enfants est saisi, parce qu'avant ça on n'est pas présent, d'avoir un avocat. Encore faut-il qu'ils en soient informés. Souvent, le juge des enfants oublie de dire à l'enfant, certes, en assistance éducative, l'avocat, malheureusement, d'enfant n'est pas obligatoire, mais il est de droit quand l'enfant le demande. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on parlait de fil rouge ce matin, de juges qui changent, d'éducateurs qui changent, etc. L'avocat, a priori, il reste toujours dans le même barreau, et souvent, on a des situations où on reste 10, 15 ans auprès d'un enfant, et on peut vous être utile aussi, enfin, on peut être utile aux enfants. C'est là pour ça qu'on est là. Merci.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'avait pas donné beaucoup de place à ce troisième acteur de la prise en charge. Il ne me reste plus qu'à vous remercier particulièrement pour cette dernière table ronde et à donner la parole à Flore Capelier qui va ouvrir les conclusions puisque vous allez le voir, elles sont aussi à triple voix. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Donc on passe avec beaucoup d'émotion à la séance conclusive de cette journée. On a souhaité vraiment pouvoir, y compris sur la conclusion, et je remercie Charles-Emmanuel Palfrey qui est à côté de moi de s'être prêté au jeu, avoir une conclusion un peu à l'image de notre journée avec la pédopsychiatrie. L'ONPE représentera, j'espère, fidèlement les départements et l'aide sociale à l'enfance et puis des bénéficiaires du dispositif de protection de l'enfance qui peuvent témoigner de ce qu'il ne faut pas qu'on oublie et de ce qui est important. Donc je vous laisse la parole et puis on conclura définitivement les travaux ensuite. Alors, mesdames, messieurs, avant de commencer, j'adresse mes remerciements à Madame Foulon, directrice de Enfance et Famille de Marseille, qui s'est adressée à Monsieur Bensatem, président de l'association d'entraide ADEPAP des Bouches-du-Rhône. Cette association s'adresse et œuvre auprès des jeunes accueillis ou d'anciens jeunes adultes dans l'intérêt d'apporter de l'aide et de l'accompagnement dès l'âge de 14 ans, notamment en termes des dispositifs de suivi de santé ou à la sortie en fait, du contrat jeune majeur, plus particulièrement. De la paire aidance et des plaidoyers en faveur de la reconnaissance des droits de ces jeunes. Je remercie également Madame Toureau et Madame Capelier et Madame Grével-Dinger, d'avoir pu aussi nous laisser la parole, d'avoir organisé cet événement. À la continuité de la richesse des échanges de cet après-midi et de voir ces initiatives, l'émergence des solutions de cette première rencontre entre l'ASE et les services pédopsychiatriques. Alors tout d'abord, réfléchir posément aux enjeux territoriaux présents et aux coopérations possibles entre ASE et services pédopsychiatriques se rapporte au pouvoir de décision et de médiation de la rencontre de l'équipe soignante au sens large et de l'enfant. Ce dernier, reconnu doué d'intelligence, est porteur notamment de sa propre peine, non circonscrit au moyen du jugement de l'interlocuteur à qui il fait face. Depuis quelques jours, la création de la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale signe un engagement non moins significatif, mais nécessaire à l'égard d'un constat bien plus contradictoire et silencieux, qu'est l'exercice de la violence institutionnelle à l'encontre des pratiques du secteur de la protection de l'enfance. Comment en arrive-t-on encore aujourd'hui, malgré les savoirs accumulés, à ces situations de désordre et ses conséquences relatives aux enfants, victimes illustres au premier plan de ces actes? La question tient sûrement à une réponse claire. D'une part, la contrainte organisée à des fins techniques, territoriales et économiques, mettant au détriment de malmener la qualité du soin. Et d'autre part, la relativité de la liberté de penser, référant à un pouvoir de décision personnelle, anticipative dans certains cas de la rupture du soin et de la relation de confiance, créant une posture éthique rompue et discontinue aux contraintes de l'institution. Ensuite, la prise en charge et la garantie de cette prise en charge dépendent de la considération du recueil des paroles de l'enfant et de son pouvoir de décision. Cette prise en charge se conçoit non pas seulement à accompagner, aider excessivement à penser le soin ou déduire son aptitude de pouvoir d'agir. Ce pouvoir de responsabilisation s'aménage précocement à la confiance, à la compréhension partagée.
Et ce pouvoir décisionnaire s'observe non seulement altéré et rend responsable par erreur l'enfant de la cause des événements de la maladie mentale et du cheminement auquel se réfère son sentiment de culpabilité et d'impuissance induit, et de la rupture potentielle en lien avec ce qui l'entoure. C'est pourquoi la compréhension du pouvoir de décision des enfants est cruciale au danger de la censure, de la directivité, de l'isolement social, de l'assujettissement à la volonté de penser de son interlocuteur. Cette violence inconsciente empêche directement l'expression équitable et l'équité de la relation, la prévention du soin et la préservation des intérêts, des besoins supérieurs de l'enfant, à comprendre l'utilité, non pas en termes de nature des décisions prises, sans concertation parfois de l'enfant, mais en termes d'action des décisions en tant que sujet intelligent au centre de sa vie à part entière. Emmanuel Kant a décrit que l'espace et le temps sont le cadre dans lequel l'esprit est contraint de construire son expérience de la réalité. Tout individu est-il néanmoins contraint à se construire la réalité aux dépens de l'incidence de la responsabilité de la pathologie de son entourage? Et quelle solution découle spontanément de l'accueil de la peine, de la capacité de résilience due au contre-coup et à la brutalité des événements, parfois prévalente aux troubles de santé mentale de l'enfant en conséquence des défaillances de cette prise en charge? Quelques faits illustrent cette violence institutionnelle. Par exemple, la notion d'accès à l'autonomie chez l'enfant, conséquemment à la cohérence des choix et des orientations de soins de santé, mais notamment aussi des choix professionnels qui rythment la vie quotidienne de l'enfant. Et aussi le recueil de ces paroles, notamment je pense aux instances juridiques, voilà, qui peuvent parfois annexer la parole et la volonté de comprendre et de s'engager dans un discours logique et commun, et qui pousse en fait l'enfant à se débrouiller lui-même et à avoir parfois son propre modèle à suivre. Aujourd'hui, cet engagement et cette synergie de l'amélioration des bonnes pratiques professionnelles des services pédopsychiatriques et de l'ASE consiste à un remaniement relatif du caractère pédagogique de l'autonomie des enfants. Ceci au regard des contraintes d'équipe, de l'adaptation constante et continuelle des enfants à satisfaire au sens de l'organisation, de la gestion et de la coordination orientée vers les référents de santé et les accompagnateurs. Comment cette promesse et contradiction d'évolution pédagogique peut-elle se modifier tout en rendant compte du processus d'individuation et d'une structure de soins apte à se réserver le droit de se trouver un espace suffisant d'intervention, où les moyens pédagogiques s'articulent au relâchement progressif de l'assistance qui parfois étouffe justement cette capacité d'agir. Et pour conclure cette intervention, je termine par cette citation du conférencier Thomas d'Assembourg, formateur en communication non violente. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux cœurs qui essaient d'avoir raison. De fait, la médiation et la pédagogie du lien se développent au moyen de la sagesse, de l'ouverture réciproque à l'inconnu et à la connaissance mutuelle préalable aux soins des équipes intervenantes. La subjectivité des décisions ne doit pas céder aux contraintes et à l'urgence du soin, mais à la bienveillance, l'écoute, la tolérance, structurant la capacité de compréhension et d'expression dès le plus jeune âge. Merci. Merci beaucoup. On s'est eu longuement les uns et les autres au téléphone et vous aviez énormément d'idées, de propositions différentes et je sais que c'est qu'une contribution parmi tout ce que vous avez pu nous dire qui a beaucoup alimenté la manière dont on a aussi construit la journée. Moi, parmi les échanges qu'on a eus, je retiendrai ce que vous avez dit là et qu'on notera bien sûr de manière très détaillée dans les actes et aussi ce que vous m'avez dit au téléphone autour, mais que vous avez repris ici, autour du sentiment de parfois être en évaluation
réflexion permanente et en jugement permanent, et que ça pouvait avoir un retentissement sur l'estime de soi. Et ce que vous avez dit là autour du fait que la connaissance de la santé mentale se fait sur son propre bien-être, mais aussi au regard de la santé mentale de son entourage, et qu'il y a quelque chose à apprendre sur ce volet-là qui me semblait intéressant et sur lequel on pourra construire certainement d'autres journées partenariales, puisque l'idée est de pouvoir continuer l'exercice. Mais merci beaucoup, et puis je vais laisser la parole à Guillaume Bronsard pour conclure nos travaux. Merci Flore Capelier, merci à tous. Merci beaucoup monsieur pour votre discours qui à la fois nous touche et nous rassure. Peut-être que les gens qui s'occupent des enfants placés ont quand même quelques utilités, quelques effets dans le développement des uns et des autres. Voilà, donc votre façon d'être et votre façon d'analyser et de penser est très utile pour nous, pour que nous puissions nous dire que nous servons peut-être à quelque chose. Des moyens, du portage politique, ça on est tous d'accord, ça fait longtemps et probablement à toutes les époques. Il y avait cette attente et cette demande, il nous faut des moyens, du matériel, de l'argent, des postes et du portage politique, on est tous d'accord, mais on a tous vu que ça ne suffira même pas. C'est-à-dire que pour s'occuper des difficultés psycho-affectives, parfois psychiatriques, comportementales des enfants placés, il nous faut un peu plus que ça, car le thème lui-même, le placement d'enfants, le thème lui-même, le trouble psychique, la souffrance psychique renvoie à des choses qui sont extrêmement affectivées pour nous, extrêmement lourdes sur le plan de notre propre ressenti, et c'est-à-dire ça renvoie à la séparation, à l'abandon, à la maltraitance, à la folie, ça renvoie à des choses violentes pour nous et pour les autres. Mais il faut qu'on arrive à dépasser ces thématiques qui sont dans un pathos et une noirceur bien trop grande, et il faut qu'on arrive à dépasser ça avec un engagement personnel. On l'a absolument vu chez tout le monde depuis le début de la matinée, un engagement personnel qui demande une position patiente, presque modeste, parfois, beaucoup d'espoir, de bienveillance et aussi beaucoup de solidité, c'est-à-dire que la grande majorité des collègues, qu'ils soient des milieux éducatifs, des milieux sanitaires, ont montré à quel point il était nécessaire d'être solide, c'est-à-dire que attendons-nous à ce que ça soit chaotique, attendons-nous à ce que ça valse. Il y a des fois où la valse peut se mettre à être jolie, harmonieuse et pleine de découvertes superbes, mais il faut cette solidité. Et pour jouer entre ces deux positions, il faut à la fois être conscient que les enfants placés ont une souffrance psychique, des troubles psychologiques supérieurs, on va dire, en prévalence à la moyenne, mais d'abord, ce n'est pas le cas de tous, c'est pas le cas de tous. Il est important de se rappeler qu'il y a une partie des enfants placés qui n'ont pas de troubles psychiques. Il est important même de se rappeler qu'il y a une partie des enfants placés qui ont des compétences absolument exceptionnelles, et c'est notre rôle aussi d'aller les rencontrer, d'aller les protéger et d'aller les pousser pour qu'ils puissent aussi nous montrer que nous servons à quelque chose, je le disais en introduction, pour qu'ils puissent aussi nous renvoyer au fait que nous avons des histoires réussies dans nos collaborations, mais on a des histoires réussies autour de ces enfants-là. J'évoquais évidemment le monsieur qui vient de nous parler, mais aussi de ces trois jeunes gens. Alors ils sont, certes, c'est plus des enfants, c'est des jeunes adultes. Peut-être que si on les avait rencontrés il y a 10 ans, on n'aurait pas su que ça allait évoluer vers quelque chose de tout à fait positif, de tout à fait consistant. Et c'est important pour nous, professionnels dans la protection de l'enfance, qu'on soit du soin ou qu'on soit du côté de la protection et de l'éducation, de savoir ces belles évolutions, de savoir ces réussites, même si elles sont très distantes de notre action. Alors, moi, un des éléments assez simples qui apparaît, c'est qu'à l'évidence, il faut quand même qu'on s'organise un peu entre nous. Bien sûr, il y a une dimension interpersonnelle, tout le monde l'a dit, c'est issu de rencontres autour de repas ou pas, peu importe, enfin en tout cas, c'est issu d'engagement personnel. Mais ce n'est pas si grave. D'abord, il me semble que l'ensemble
de l'histoire du monde est lié à des personnes, donc ce n'est pas parce que ce sont des personnes en jeu que c'est quelque chose de risqué ou de dégradant, et tant pis si ça s'arrête lorsque ces personnes s'en vont. Je ne parle pas pour moi, parce que moi je suis parti, ça n'a rien changé, donc ça m'a beaucoup blessé. Moi je pensais que quand je partirais, tout s'arrêterait. Pas du tout, ça s'est même amélioré. Bon, c'est quand je suis parti. Mais j'insiste, puisqu'il y a une dimension chronologique, une dimension de temporalité. Notre action est de tenir, pendant un certain temps. L'adolescence n'est pas éternelle. Les moments les plus difficiles passent aussi avec le temps. Donc un de nos objectifs, c'est de tenir pendant un temps. Et le simple fait que nous ayons tenu, le simple fait que nous ayons pu accueillir un adolescent sans l'exclure pendant 2-3 ans, même si ça s'arrête après, eh bien, c'est en soi une réussite. Ce n'est pas parce que ça s'arrête qu'on a eu tort de le faire ou qu'on a échoué. Cette notion de temps qui passe est absolument majeure. Il s'agit de l'enfance, il s'agit de l'adolescence, c'est-à-dire ce sont des moments. Ce ne sont pas un état de fait, ce ne sont pas des éternels adolescents, des éternels enfants, c'est un moment. Et il est très important qu'on sache que même si ça n'aura duré qu'un an ou deux, notre affaire réussie, eh bien ça sera des souvenirs, des repères pour cet enfant et peut-être pour nous aussi dans notre vieillesse. Alors, moi je suis plutôt favorable à proposer, à organiser une sorte de cadre institutionnel national qu'on pourrait, reproduire, pas trop contraint, mais un petit peu quand même, parce que ce matin on évoquait, faisons attention à ce que la psychiatrie n'envahisse pas trop l'affaire, ne dévore pas trop, n'écrase pas trop, mais je vous assure que craignez l'inverse, hein. Craignez plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus inquiet par le peu de pédopsychiatres qui vont venir sur l'affaire que par le trop, honnêtement. Hein. Moi, je serais très heureux d'avoir à mettre de l'ordre en disant « va faire de l'autisme, ça suffit, arrête à vouloir faire de l'ASE, retourne chez les dyslexiques, on en a assez. » Non, je veux dire, on a plus de mal à trouver des pédopsychiatres engagés sur ce sujet que l'inverse quand même. Donc, moi, il me semble que une espèce de cadre interinstitutionnel serait utile aussi pour nous du côté de la pédopsychiatrie, pour rappeler sans cesse, puisque ça ne suffira absolument pas de le rappeler une fois, sans cesse que le sujet des enfants de l'ASE, la santé mentale, est un sujet absolument majeur, historiquement, et dans la réalité actuelle pour la pédopsychiatrie. Mais je vous assure qu'il faut plus le rappeler que, au contraire. Donc je mettrai... Ça sera ma conclusion, je mettrai 3 grands axes à cette convention. D'abord, la première, c'est la plus facile conceptuellement, c'est l'organisation de l'enseignement et de la recherche commune, c'est-à-dire des temps tout à fait calmes, tout à fait en dehors des crises des enfants ou des institutions, pour qu'on puisse penser et réfléchir. Mario Speranza nous l'a montré ce matin, Gisèle Apter aussi et les collègues. Il y a énormément de choses à se dire, à réfléchir, à connaître, issues de la psychopathologie, de la psychanalyse, mais aussi bien sûr des neurosciences et aussi quand même des médicaments. Vous exagérez, on peut quand même parfois les utiliser quand même, enfin. Donc en tout cas, des connaissances communes sont absolument majeures, et si la pratique de la médecine est exclusive des médecins, pas des connaissances. La connaissance médicale, elle est à tout le monde. Elle n'est pas réservée aux médecins, la connaissance médicale. C'est la pratique qui est réservée. Donc ça, il me semble que c'est absolument majeur, et je l'évoquais ce matin, un nouvel enjeu nosographique qui est le psychotrauma complexe est une chance pour nous, c'est-à-dire que en février 2022, la classification internationale des maladies, 11e édition, a rendu officielle l'existence d'un syndrome qui s'appelle le psychotrauma complexe et qui a la description très, très, très proche de ce que nous connaissons de certaines, pas tous, de certaines souffrances et désorganisations psychiques chez les enfants de l'ASE. C'est très important parce que à partir du moment où on a une entité nosographique reconnue, officiellement validée scientifiquement, eh bien on peut faire de la recherche qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est des exemples très importants, et les collègues de Toulouse, et Jean-Philippe Reynaud, ou Thierry Bobet, ou bien sûr Mario, tout à l'heure on en parlait, voilà, voyons que dans la recherche, et puis c'était la phrase reprise par Marie-Michel ce matin, la recherche est un moyen clinique formidable, Myriam David, dans les années 70-80. La deuxième chose, donc le deuxième axe, eh bien, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a dit, mais mettons-le de façon presque formelle, un espace de coordination interinstitutionnelle pour que nous puissions nous disputer tranquilles. Un espace où on peut
on peut se disputer, mais voilà, on ferme la porte, on met des trucs anti-bruit, on hurle, et quand on sort, on sourit, tranquille. C'est-à-dire, c'est des lieux, c'est des espaces, on peut appeler ça les synthèses, etc., mais quelque chose qui soit un peu régulé. Il faut que la conflictualité inévitable soit régulée. C'est tout, il ne faut pas espérer qu'elle disparaisse, il faut qu'elle soit régulée. Et enfin, bien sûr, le troisième axe, c'est les soins. C'est les soins. Donc le premier, enseignement à la recherche, le deuxième, les espaces de rencontre interprofessionnels, et puis le troisième, les soins, la réalité des soins. Et là, je commence par le plus polémique. Je pense qu'il n'est pas possible de faire notre affaire sans une gestion des crises majeures. Je pense qu'il n'est pas possible, mais ça c'est ma position personnelle, d'organiser notre grande et belle affaire, nos belles fiançailles, sans qu'il y ait des lits de crise quelque part, parce que malgré tout ce qu'on va pouvoir faire, il y aura le vendredi soir quand même. Il y aura le vendredi soir. Tu dis 22h, je dis 16h30, moi. C'est pas... 22h, tu es large. C'est dès 16h30 où il faut trouver... avant la nuit, juste avant la nuit, quand l'angoisse monte de la nuit, justement. Donc, sur les lits de crise, c'est un engagement, moi, que j'avais pris à Brest. Mais je ne sais pas ta position, Jean Chambry, sur ça. Il me semble que les secteurs de pédopsychiatrie ne peuvent pas se soustraire à cette affaire-là. Les lits de crise, voilà, pour une raison très simple, si on ne le fait pas, c'est les psychiatres adultes qui le font, parce que c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'ils arrivent quand même pas aux urgences. Hein. Il suffit pas de ne pas avoir de lit de crise en pédopsychiatrie pour que les problèmes soient résolus. En fait, ils arrivent quand même aux urgences, même en pédiatrie, puis après ils vont à l'asile adulte. Bon, ça serait mieux qu'on évite cette affaire. Donc ça, c'est ma position. C'est polémique, enfin en tout cas. C'est polémique parce qu'il y a un côté un peu démagogique, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas se passer en pédopsychiatrie qu'il y ait des lits de crise à peu près correspondants. Après, une fois qu'on est sorti de cette crise, qui arrive de temps en temps, mais qui peut ne pas durer, des lits de crise, vous restez 3 jours, hein. Vous ne restez pas 2 mois, des lits de crise, vous restez 3 jours. Et bien entendu, dans le protocole avec l'ASE, il est prévu qu'ils viennent tous les jours organiser la sortie. C'est-à-dire que c'est des lits de crise qu'on peut même co-gérer avec eux. Ensuite, il y a toutes les activités de prévention et de dépistage et d'accompagnement psychothérapique ordinaire qui sont tout à fait nécessaires, bien entendu, auxquels il faut impliquer les travailleurs sociaux. J'ai bien entendu ce que disaient les jeunes gens qui demandaient que ça soit séparé, mais c'est une séparation partielle, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est bon aussi que l'éducateur ait une connexion, pas pour qu'il sache ce qui s'est dit, il n'en est pas question, mais sur ça quand même, il me semble qu'on est à peu près clair, en tout cas sur notre désir. Il y a des fois où ça fuite quand même, il n'y a aucun doute. Mais il faut, je pense, impliquer plus les éducateurs dans les suivis. Il y a plein de façons de le faire. Hein, ça peut être une partie de la consultation et pas sa consultation entière. Ça peut être des ateliers, ça peut être etc. Donc il faut qu'ils soient impliqués. Et puis la dernière, c'est plus une question. Moi, j'ai une position, mais je veux bien la laisser en question. C'est que je pense quand même qu'il faut quelques dispositifs mixtes, coportés, d'abord pour organiser notre rencontre effective. Donc des dispositifs d'hébergement et de soins, on en a présenté un ce matin à Marseille, mais il y en a d'autres. Les placements familiothérapeutiques de Jean-Louis Nouvel, comme à Poitiers. Il y a des dispositifs mixtes qui me semblent indispensables à faire, car ça sera un espace de rencontre, de repère, et un espace dans lequel on pourra s'occuper des situations les plus inquiétantes, les plus touchantes. Et c'est sur cet élément un peu positif quand même que je veux finir. Cette conflictualité entre nous peut exister, peut résister à la condition bien sûr qu'elle est régulée, parce qu'il y aura toujours une question qu'on n'arrivera pas à résoudre dans la collaboration entre nous et vous, c'est qui dirige ? Merci. Un tout dernier mot parce que l'heure passe très vite et il faut vous libérer bientôt. Je voudrais quand même avoir un mot pour toutes les équipes de l'ONPE et Madame Chambry à la Société française de pédopsychiatrie.
Et plus particulièrement les personnes qui ont été à la manœuvre sur le programme de la journée, Louise Genest, Caroline Toureau et Anne-Louis, en complément évidemment du comité de pilotage avec les directeurs enfance, famille et la société de pédopsychiatrie. Je vais conclure très vite. On disait que pour être bien, il faut avoir confiance. C'est ce que nous disaient les jeunes tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt confiance de cette première journée. Je pense qu'on a en effet essayé, en tout cas, de prendre le temps de l'écoute, de comprendre ce qui se passait et comment tout ça se jouait. Et au niveau institutionnel, comme vous l'avez vu, la ministre a ouvert les débats par une vidéo, mais on a l'intention de lui porter la conclusion de l'ensemble de nos travaux. On fera des actes de cette journée. La journée a également été filmée. On mettra en ligne les supports en espérant qu'ils pourront vous être utiles. L'Observatoire national de protection de l'enfance devient, vous le savez, bientôt assurera les missions de Centre national de ressources, et on a aussi besoin de vous pour construire évidemment les déclinaisons opérationnelles qui seront à l'œuvre sur ce sujet. Je voulais aussi avoir un mot sur le fait que la santé est quand même pris en compte au niveau institutionnel ces derniers mois. La Cour des comptes a publié un rapport sur la santé de l'enfant, le Défenseur des droits, le Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence travaille actuellement sur la question de la médication des enfants dont on a parlé. Donc il va y avoir un certain nombre de travaux produits dans ce cadre, et sur le plan de la recherche en Île-de-France, le professeur Chalumeau a associé une vingtaine de laboratoires pour travailler sur la question des conséquences sur les violences faites aux enfants à long terme. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure d'évaluation de nos actions, de prise de recul. Et là, il y a un vrai enjeu de développement de la recherche. À l'ONPE, on a fait un petit état des lieux du nombre de doctorants qui travaillent sur le sujet. En économie, malheureusement, on n'en a pas un seul en France. Donc il y a un enjeu de pouvoir développer aussi des approches pluridisciplinaires, mais qui montrent aussi l'effet de ce qu'on parlait, c'est-à-dire d'actions qui font à la fois de la prévention, de la protection et du soin en même temps. Et pourquoi ça vaut le coup d'investir sur les dispositifs qu'on vous a proposés aujourd'hui, qui coûtent peut-être cher à un instant T, mais qui évitent aussi peut-être un certain nombre de désagréments ensuite. Voilà, je vais être très rapide, conclure en disant qu'ensemble on est plus fort, donc continuons ensemble, et merci encore pour votre attention aujourd'hui.